Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Avant toute chose, prenons les titres. En Ituri, nouvelle attaque des personnes non autrement identifiées dans la nuit du vendredi à samedi au village d'Igeni dans les territoires de Djougou. Bilan, 25 morts et 9 blessés graves. Lubumbashi confronté à une insalubrité qui ne dit pas son nom. Un dossier à ce sujet avec notre correspondant dans le Haut-Katanga, Junior Kaniki. Le concert de Fally Ipupa à l'accord Hôtel Arena de Paris a bel et bien eu lieu le vendredi 28 février 2020, malgré les troubles provoqués dans la capitale lumière par les combattants. Un intervenant nous rejoindra tantôt sur ce plateau. Il s'agit de Papi Katassi, journaliste à la rédaction d'Antena, avec qui nous parlerons du programme de 100 jours du chef de l'État. Lui, il est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Carlis Kalwangila, qui est notre correspondant, le correspondant d'Antena au Congo central. Il est aujourd'hui notre invité. Merci. Bonsoir Carlis. Bonsoir James Katambo. Je te retrouve tout à l'heure, vers la fin du jour. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à vous également et merci d'avoir choisi la chaîne de référence. 25 morts, 9 blessés graves et de l'or emporté, c'est le bilan d'une nouvelle attaque la nuit du vendredi à samedi au village d'Igeni dans les territoires de Djougou. Le député national Fabrice Badenonga, élu de ce territoire, s'est dit touché par cette situation et plaide pour le renforcement de l'effectif militaire dans cette partie de l'Ituri. Il est ici au micro de notre correspondante sur place, Charlie Ouma. Hier, vers 19h, nous avons été informés qu'il y a eu incursion de personnes non notamment identifiées, qualifiées d'Assayak, tel que nous le savons. Ils sont entrés à Digeni. Digeni, c'est dans le secteur de Banyali-Kilo, vers la rivière Ituri. Donc, ils sont entrés en tenue de FARDC, malheureusement, et la population ne se redoutait de rien. Ils sont entrés calmement et après, vers 19h, ils ont commencé leur forfait. Et malheureusement, ça a soldé à un bilan extrêmement lourd. Nos sources nous renseignent d'environ 25 morts. Il y a 9 blessés qui sont aussi hospitalisés à l'hôpital d'Itendei. Et il y a même des enfants qui sont morts, un enfant de 5 ans et de 11 ans. De l'argent, de l'or, des marchandises pillées. La recommandation est claire, il faut un renfort en hommes et en logistique. Il faut donc pouvoir redéfinir la nouvelle stratégie et même programmer de nouvelles opérations en Djougou. Parce qu'on constate malheureusement que ce qui a été fait semble être saboté. Et on revient dans la case de départ pratiquement, en vue du nombre de morts qui s'enregistrent du jour au jour. Je tiens à vous informer qu'il en était le même cas vers Fataki, il y a de cela quelques heures passées. À l'arrivée, un jour avant l'arrivée des autorités ici, il y a eu quelque chose à Fataki avec aussi des morts. Et maintenant, c'est pendant que tous sont là. Et donc, je crois que c'est un message fort. Pendant qu'ils sont dans la province, qui se rendent compte qu'il y a au moins 25 personnes qui sont tombées, et des gens qui sont à l'hôpital qui sont blessés. D'ailleurs, ça va nécessiter que les autorités se penchent sur ces questions, particulièrement que ce soit une photographie flagrante de la situation sécuritaire en Ituri à la présence des autorités qui sont ici. Le premier président de la haute cour militaire, le général-major Joseph Mutombo Katala Etiende, est de retour à Kinshasa depuis ce samedi 29 février 2020 après un séjour de 3 jours passés à Matadi dans la province du Congo central. Il a clôturé son inspection à la cour militaire du Congo central par les constats selon lesquels les magistrats militaires de ce coin du pays travaillent dans des conditions difficiles. Je pour ce reportage de Sylvain Kapombo Bosengele. La province du Congo central est la deuxième après Kinshasa à accueillir le premier président de la haute cour militaire, le général-major Mutombo Katala Etiende Joseph, dans le cadre de la série de visites d'inspection qu'il a entamées depuis le mardi 28 janvier 2020 dans différentes juridictions militaires de la RDC.
À l'espace des 2 jours, un travail des titans a été abattu à la cour militaire du Congo central par les 2 inspecteurs, en l'occurrence le colonel magistrat Nzaoukeba Jean-Claude, son directeur des cabinets adjoints, et le colonel magistrat Jean-François Ngaloula, greffier principal à la haute cour militaire. Ces derniers lui ont présenté le jeudi 27 février les rapports synthèse des activités réalisées. Il se dégage dans l'ensemble comme constat que les magistrats militaires de la cour militaire du Congo central, à l'instar de ceux des juridictions militaires de Kinshasa, travaillent dans des conditions difficiles, a déclaré le premier président de la haute cour militaire. On est venu ici dans la province du Congo central pour voir dans quelles conditions les éléments de la justice militaire, c'est-à-dire les magistrats, les auxiliaires, traitent les dossiers, comment ils fonctionnent. Et nous avons visité les bureaux, nous les avons écoutés, nous avons fait des observations pour qu'ils puissent s'améliorer. Toutefois, le général-major s'est dit satisfait de la qualité du travail réalisé par la Cour militaire du Congo central. Travail relatif au traitement et prononcé des dossiers judiciaires. Tous les dossiers qui ont été mis à leur disposition ont été traités dans un délai raisonnable et nous sommes satisfaits de leurs prestations. À en croire, le numéro 1 de la justice militaire RD congolaise, le choix porté sur la province du Congo central après Kinshasa pour son inspection n'a pas été fait au hasard. Il se justifie par sa proximité. Les patrons de la justice militaire, on a donc saisi l'occasion pour adresser un mot d'encouragement à l'endroit des magistrats militaires de la dite juridiction. Il les a invités tous à continuer dans le même élan. Il s'est fait appeler chef de file de l'opposition républicaine. Monseigneur Pierre-Honoré Ngoubé, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles en RDC, charge le président de la République et clame que le pays va mal. Dans sa déclaration publiée le 29 février, Monseigneur Ngoubé exhorte la coalition FCC-CACH à préserver la paix profitable à tous les Congolais. Propos recueillis par Eric Kizami. Peuple congolais, n'oubliez pas que la Gécamine est une société katangaise, quelle que soit. Elle est le poumon qui sert la République. Le peuple congolais en général doit se retrouver dans cette société. L'opposition républicaine légitime en RDC n'acceptera pas qu'aucun pays dans le monde puisse sanctionner un homme d'affaires congolais ou étranger ayant ses affaires en RDC, et c'est dans un but de déstabiliser le quotidien du Congolais. Tel est le cas de la sanction irrégulière infligée aux opérateurs économiques Minon Congo et Pain Victoire, fournissant pain, farine, des vivres base à plus de 60% de la population congolaise en général et quinois en particulier. L'opposition républicaine légitime demande au FCC et CACH de ne pas se séparer en cours de route avant les élections de 2023 pour les raisons évoquées si haut. L'opposition républicaine légitime demande au FCC et CACH de mettre chacun l'eau dans leur pot de vin. L'opposition républicaine légitime demande au FCC et CACH de cesser les tiraillements inutiles pour les intérêts personnels et égoïstes. L'opposition républicaine légitime demande au président de la République Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Vital Kamerhe de conscientiser chacun sa base, de ne pas faire des déclarations incendiaires et provocatrices pour sauvegarder la paix durable dans le pays. Accusé d'avoir instrumentalisé la population du territoire des Kazumba au boycott des taxes et impôts, le député provincial Jacques Ngala Mouloumé pointe du doigt ses adversaires politiques. Lors d'une interview accordée à notre correspondant sur place vendredi soir dans son bureau, cet élu provincial du Kasaï central précise qu'il a été saisi par sa base qui paye ses taxes
sans voir aucun projet du gouvernement provincial. Il explique cela à notre permanent à Kananga, Soleil Tumba Mofika. Je n'ai pas parlé pour les taxes au niveau du pouvoir central, mais du moins, j'ai été attaqué par mes électeurs en me posant des questions depuis qu'ils ont commencé à payer les taxes provinciales, soi-disant de GERCAC. Et qu'est-ce que la province raisonne? On m'a donné un exemple, et qu'il y a le terrain tel que Bonkala, Kalebou, qui est devenu un champ pour les agents de DGRCAC et mines. Et qu'on paye l'argent là sans document, sans soubassement. Donc, il se demande, mais plusieurs fois, nous sommes tracassés par ce genre de gens concernant telle taxe. Mais on les paye, oui, c'est vrai. Mais chez nous, il n'y a pas de route centrale. C'est ça le problème. C'est ainsi que j'ai dit en tant qu'élu, ce sont des doléances que j'ai reçues par mes électeurs. Donc, on ne peut pas confondre les choses. Moi, je ne peux pas interdire les gens de ne pas payer les impôts et consorts. Non. Si les adversaires politiques puissent bouleverser la chose, interpréter, monter tous ces consorts, non, ce n'est pas ça le cas. Dans la peinture, la maçonnerie, la coupe et couture et autres, le Centre quinois d'action sociale SECAS s'estime fier d'encadrer des orphelins et veuves depuis aujourd'hui 20 ans déjà. Ce samedi 29 février 2020, ce centre a pu exposer les œuvres de ses apprenants au grand public avec les encouragements de l'autorité municipale de Bandalungwa. Torine Mbongo et Patrick Borel Mukendi étaient présents. Tout a commencé par la coupure du ruban symbolique par la représentante du bourgmestre de la commune de Bandalungwa. Question d'attester désormais que ce centre quinois d'encadrement pourra participer à l'encadrement social des orphelins et veuves de militaires en vue de leur apporter une formation pouvant les aider à être utiles de la communauté. Ici, ils vont apprendre de métiers divers et variés. Je suis flattée de voir les jeunes filles qui ont fait leur coupe et couture. Donc, dans un premier temps, ils n'auront plus vraiment l'idée d'aller se déambuler ou de faire n'importe quoi, mais ils vont maintenant se pencher à leur activité, à leur métier, c'est-à-dire la couture. Et deuxièmement, ce qui m'a beaucoup touchée par rapport à ces expositions, la présentation de ces petits enfants-là de 13 ans. Vraiment, il a enseigné le gouvernement, ou il nous a enseigné par rapport à ses œuvres. On travaille avec des minimes contributions. Et nous avons quand même, nous n'avons pas de partenaires jusque-là qui peut nous aider à promouvoir ces activités. C'est ainsi que nous lançons un appel pathétique, surtout pour ce mois de la femme, à la première dame, Maman Denise Nyakero, ainsi que d'autres partenaires, tels que les organismes internationaux et d'autres départements, qui puissent nous venir en aide pour que nous puissions vraiment élargir ces activités. Créé depuis l'an 2000, ce centre quinois d'encadrement social aligne 20 ans d'expérience dans l'encadrement social des plus pauvres. Pendant le premier dossier de ce journal lancé le 16 février dernier, c'est ce samedi 29 février qu'a pris fin le programme d'urgence d'assainissement de la ville de Lubumbashi qui est à retenir du bilan du travail réalisé par la brigade d'assainissement conduite par Privato Ilungalei. C'est le dossier de Junior Kaniki, notre correspondant à Lubumbashi. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, autrefois appelée ville propre, voilà l'image qui est présentée depuis un certain temps, la deuxième ville de la RDC. Des carnivaux bouchés, des bouteilles, sachets et autres emballages en plastique sont remarquables partout. Des montagnes d'immondices non évacuées sont visibles.
qui serait à la base de cette insalubrité. Les autorités pointent du doigt accusateur à la population qui, selon elle, manque de civisme. La population, de son côté, jette la balle dans les gants des autorités. Pallier à ce problème d'insalubrité, il fallait l'implication de l'exécutif provincial. Le 16 février dernier, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a lancé officiellement via la commissaire provinciale d'environnement, Mireille Kiloufia, les plans d'urgence d'assainissement de la ville de Lubumbashi. L'objectif de ce programme est de redorer à Lubumbashi son image d'autant. Kaboula attend la propreté de la ville, que la ville de Lubumbashi puisse revêtir sa nouvelle la nouvelle robe qu'il a toujours portée à son temps. C'est cette image-là que le gouverneur est en train d'entendre. Et pour rendre la ville de Lubumbashi salubre, un moratoire d'environ 7 jours a été donné à la mairie de Lubumbashi. Nous allons évacuer toutes les immondices d'ici 7 jours. Pour concrétiser cette vision, le directeur provincial d'assainissement, Privato Ilungalei, a fait appel à peu près 600 agents d'assainissement qui ont été déployés en plein centre-ville de Lubumbashi et dans les restes des communes. Bêche amère et des herbioses, couper des herbes, bon nombre de tricycles circulent sous les artères de la ville de Lubumbashi pour l'évacuation des immondices. Tel que ordonné par l'autorité, nous voici sur le terrain pour évacuer toutes les immondices et rendre notre ville propre. Nous balayons et ramassons les sachets et bouteilles en plastique pour rendre notre ville propre. Qu'on nous ajoute juste les outils de travail. Il y a un endroit bien précis pour déposer les immondices. Après, les camions de la mairie passeront à leur tour. Mais jusque-là, beaucoup d'autres choses manquent à cette brigade d'assainissement pour rendre complètement salubre la ville de Lubumbashi, notamment l'insuffisance des salaires et outils de travail. Nous demandons à l'autorité de nous aider avec les salaires et outils de travail pour que notre ville soit propre. 7 jours écoulés, place au bilan du travail réalisé par Privato Ilungalei et sa bande. Une mission réussie pour Privato, appelée communément l'homme de Buchafu Nizambi, comprenez par l'homme au slogan insalubrité égale au péché. Population, il ville ya Lubumbashi, les villes yetu shibote, mais angalia vile toko na ribisha ile ville. Mabuchafu haitoki kwa malaika hapana. Ni sisi tunatoka mabuchafu. Nous demandons à la population d'avoir la notion de civisme. Dès ce lundi, une brigade spéciale sera sur le terrain pour arrêter quiconque jettera les immondices au point inapproprié. Dedans, à partir il y a l'année prochaine opération il y a au fond de un civique inaanza. Aux autorités provinciales d'ouvrir l'œil et placer sous les commandes des différentes entités les hommes compétents pour que la ville de Lubumbashi demeure de plus en plus salubre. La population, quant à elle, a un rôle à jouer dans l'assainissement du milieu et lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi. L'usage des poubelles est recommandé à tous. L'opération d'évacuation des immondices, appelée communément opération Oussafi, est également exigée. Tout ceci dans l'objectif de rendre la ville de Lubumbashi de plus en plus salubre.
Depuis janvier 2019, la RDC vivait au rythme du programme d'urgence de 100 jours du président de la République. Autour de 425 projets à impact visible. Depuis septembre 2019, ce vaste projet est au centre d'une guéguerre qui ne dit pas son nom au sein de la coalition FCC Cash. Les détails dans ces dossiers, signé Papi Katassi. Dans un discours pompe au mois de mars 2020 à la Foire internationale de Kinshasa et devant les corps constitués ainsi que la population quinoise, le chef de l'État, pour marquer ses griffes comme symbole d'une nouvelle ère politique, lance son programme d'action portant sur des actions à impact visible logé dans un document appelé le programme d'urgence de 100 jours du président de la République. Ce programme de plus ou moins 425 projets financés par le Trésor public, l'Office des voiries et des drainages, l'Office des routes, les fonds pour la promotion industrielle et le Fonds national d'entretien routier portés sur un certain nombre d'actions, notamment le parachèvement des 172 écoles sur toute l'étendue de la RDC, dont 153 déjà livrées. La construction de 84 centres de santé, dont 42 déjà construits. L'acquisition des équipements médicaux sanitaires pour 32 centres de santé, déjà réceptionnés à Kinshasa. L'acquisition de 12 conteneurs de médicaments essentiellement stockés à Kinkole dans l'entrepôt de l'État, devant être distribués dans tous les hôpitaux de référence dans les 26 provinces. La suppression des bourbiers et remise en état de praticabilité des routes sur un linéaire total de 2830 km dans toutes les provinces de la République. Concernant l'érection des sautes de moutons, les rapports de l'Office des routes et de l'OVD nous fournissent des informations sur l'état d'avancement des travaux, d'abord sur les 4 sauts de moutons, sur les boulevards Lumumba, où d'importants travaux ont été effectués dans les sous-sols. En termes de chiffres, en rapport avec ces 4 sautes de moutons, 9 652 millions de dollars américains ont été payés par le Trésor public. Sur ces montants, les ouvrages précités représentent 8 338 263 dollars américains. À signaler que sur les 4 chantiers, un n'a pas encore connu son démarrage. Il s'agit des sautes de moutons de l'entrée Eucalyptus Angeli. En ce qui concerne l'érection des maisons préfabriquées, la procédure de commande des dites maisons a été effectuée par le gouvernement sortant avant la prise de fonctions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au prix de 57 400 000 dollars américains. Commande de 3000 maisons préfabriquées au profit des militaires et policiers. Ayant décidé de placer l'homme au centre de son action, le président de la République a décidé, dans le domaine de l'éducation, la gratuité, conformément aux dispositions de la Constitution. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre des 100 jours, a permis la suppression de la prise en charge des enseignants par le parent, la remise sur le chemin de l'école de plus ou moins 4 millions d'enfants en âge scolaire jadis exclus du système éducatif. Les tableaux synthèse de ces grands travaux au 15 janvier 2020 démontrent que sur les 422 100 614 000 dollars américains prévus au départ, 272 189 758,02 dollars ont été décaissés, soit 64,5%. Le montant total de 422 100 614 dollars américains n'inclut pas le 70 millions prévus pour le port de Kalemi qui devrait être capté dans les circuits internationaux grâce aux bailleurs des fonds extérieurs. Après son élaboration, sa publication, son début d'exécution en mars 2019, le programme d'urgence de 100 jours qui a reçu un satisfecit du gouvernement Ilunga Ilunkamba Sylvestre lors de la première réunion du gouvernement central le 13 septembre 2019 et dont le Conseil des ministres a souhaité la continuité de son financement. L'exécution du programme de 100 jours alimentera la polémique autour de sa base légale, son mode d'exécution, son financement et sa matérialisation sur le terrain. Tout commença par cet échange médiatique entre les directeurs des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, et le ministre des Finances, Seleya Lagouli, autour des taux physiques d'exécution des travaux et du décaissement financier. Pour Vital Kamerhe, il juge positif l'évolution des travaux tout en taclant le chancelier de l'échiquier, les financiers du gouvernement, de traîner les pas pour financer le reste des travaux. À son tour, l'argentin national, Seleya Lagouli, sort ses gants pour expliquer plutôt les flous qu'il y a entre les décaissements à la hauteur de 70% pour les programmes et la réalité sur le terrain. En ligne de mire, les projets de saute-mouton à travers la capitale dont les travaux battent de l'aile. La suite, finalement, tout le monde veut voir clair sur ces projets.
qui empêchent la population de se déplacer à travers la ville. Les sauts des moutons de Kinshasa reçoivent les visites d'acteurs non gouvernementaux et gouvernementaux. En dernier ressort, c'est le chef de l'État qui effectue la ronde. La suite, on la connaîtra. Le Conseil des ministres qui s'est dit satisfait de l'évolution des travaux, mais recommande à la justice d'enquêter autour de l'affaire. Le parquet saisi interpelle les contractants du projet. Quelques jours après, on attend des mandats d'arrêt provisoire et surtout des détentions préventives, essentiellement des chefs d'entreprise des grands travaux ayant en charge l'exécution des sautes à moutons. David Blattner, Samir Jamal, Sakrini seront détenus préventivement au CPRK sans pour autant violer les principes sacro-saints de présomption d'innocence en attendant des procès dans le vrai sens du terme. Mais au-delà de toutes ces péripéties affairo-judiciaires, plusieurs questions taraudent dans la tête des Congolais lambda. Quelle est la base légale du programme d'urgence du chef de l'État, surtout qu'à son début, il n'était pas inscrit dans le budget 2020? Quel a été le mode opératoire d'ordonnancement des moyens? Qui était le véritable patron du pilotage du programme de 100 jours? Pourquoi avoir attribué le chantier aux entreprises de gré à gré en violation des lois de passation des marchés publics? Le Blattner, Sama Jami, Sakrini et autres sont-ils des menus frétins? Autant de questions que la population exige d'éclaircissement et réponses claires de la justice qui s'est saisie du dossier. La balle est donc dans les cas des magistrats pour le rétablissement de la vérité. Car, dit-on, la justice élève une nation. Nous voulons la justice juste. Alors Katassi, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons comme intervenant. Ce soir, vous venez de nous prendre ces dossiers. Il est clair, tout a été dit dans ces dossiers. Une seule question. Dans votre dossier, vous le terminez par une suite de questions, des questionnements. On peut avoir une idée sur les réponses à vos propres questions? Bon, en toi, très difficile de répondre, surtout que la question est au niveau de la procédure préjuridictionnelle, au niveau du parquet général ici à Kinshasa, mais on se permet quand même de lever quelques options pour donner quelques réponses. D'abord, par rapport à la responsabilité au niveau du comité de pilotage, c'est l'initiative bien sûr du chef de l'État via son directeur de cabinet qui a donc associé un certain nombre d'experts, notamment M. Nicolas Kazadi et aussi quelques membres du gouvernement Sontan Chibala, y compris aussi les directeurs généraux. Bon, concernant l'ordonnancement, finalement, selon les informations qu'on a eues, c'est Vital Kamere qui faisait les ordonnancements pour les dépenses, mais la procédure était normale. On passait de la présidence au ministère des Finances jusqu'au niveau de la Banque centrale. Donc, il y a une traçabilité, les documents sont là. Concernant maintenant l'octroi des marchés, bon, on parle, il y a une polémique autour du marché gré à gré. Bon, selon certaines informations, le marché à gré, c'est aussi conventionnel. C'est reconnu dans la loi des passations des marchés ici en République du Congo, mais sous certaines conditions, notamment cas de force majeure, un certain nombre de conditions. Et ensuite, concernant, bien sûr, les menus frétins. Ouais, les menus frétins. Bon, moi je crois que c'est au niveau de la justice de nous éclaircir, parce que quand on parle de Samir, quand on parle de Sakrani et bien sûr de M. Blattner, ce sont des contactants à qui le gouvernement congolais ou bien sûr la présidente de la République avait associé à un certain nombre de projets. Donc c'est à eux aussi de pouvoir défendre devant la justice. Mais on ne dit pas que non, ils sont seuls. Donc c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, donc c'est laisser à la justice de nous éclaircir. Merci Papi Katassi. On espère vous retrouver prochainement pour un autre dossier. On va passer. L'actualité, c'est également ce concert de Fally Ipupa. Il a finalement livré son concert hier vendredi à l'Accor Hotel Arena, comme c'était prévu. Fally Ipupa, parce que c'était de lui qu'il s'agit, à 3 heures durant, réussi son show dans cette mythique salle de la capitale française. Patricia Molengombo-Lekuni nous fait revivre cette journée riche en rebondissements. Et oui, il a fait. Devant plus de 15 000 personnes, Fally Ipupa a livré son concert dans la mythique salle Accor Hotel Arena de Paris ce vendredi 28 février 2020. Retour sur cette journée qui marque la fin d'un long embargo décrété par le combattant sur la prestation des orchestres congolais sur la scène européenne.
Vers 16h, Fally Ipupa et son groupe arrivent à Accor Hotel Arena pour la traditionnelle balance avec chaque prestation musicale. Tout se passe bien. Aux environs des 18h, les combattants commençaient déjà à se regrouper dans les alentours de l'Accor Hotel Arena, mais ils se retrouvent face à un dispositif policier impressionnant. L'affrontement devient ainsi inévitable. Au vu du nombre grandissant de combattants, la police décide de charger pour le repousser très loin du lieu du concert. En se repliant, les combattants mettent le feu à leur passage et vandalisent ce qu'ils peuvent. Cela n'empêche pas cependant à ceux qui avaient leur billet d'entrée au concert de prendre d'assaut la salle Accor Hotel Arena très bien sécurisée. Prévu pour démarrer à 20h, le concert connaît un léger retard mais il se tient bel et bien. Fally Ipupa et son groupe ainsi que leurs invités tiennent en haleine les spectateurs 3 heures durant, réussissent ainsi un véritable coup de maître. Les combattants se sont-ils avoués vaincus? La suite des événements portera la lumière à ce sujet, mais dans l'entretemps, il reste KO debout. Lui n'est pas KO debout, il est bel et bien avec nous sur ce plateau. C'est Carlis Kalongila, je vous l'ai présenté en début de journal. Mais bonsoir Carlis. Bonsoir James Katamboa. On n'a plus à 7 ans, on veut juste avoir une idée sur la vie dans la province du Congo central présentement. Comment se porte la province du Congo central? Merci James Katamboa. Je dirais d'abord merci à la rédaction d'Antenne A de m'accorder ces privilèges d'intervenir en direct de ces journaux au sujet de la crise qui prévaut actuellement dans ma province, la province du Congo central. Et comme vous l'avez dit, ici j'interviens en tant que correspondant d'Antenne A dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il est évident tout d'abord d'avouer que l'affaire Mimi Gate a dû laisser des retombées très remarquables au niveau de la province du Congo central qu'aucun Congo ne peut nullement ignorer. Et aujourd'hui, la province du Congo central est parmi les provinces les plus reculées en termes de visibilité des actions du gouvernement provincial sur terrain. Le problème est que le gouverneur Atou ne s'est pas posé des actes ou des actions à impact visible. Pourquoi? Parce que le Parlement provincial ne lui reconnaît pas en tant que gouverneur. Et les groupes de ces 24 députés provinciaux qui ont voté récemment la motion de défiance contre le gouverneur Atou continuent à attendre toujours que le chef de l'État puisse prendre acte de cette déchéance. Malheureusement, ça n'arrive toujours pas, et malgré les attentes de ces députés provinciaux. D'un côté, les camps du gouverneur Atou prennent déjà la cohésion provinciale. C'est dans cette optique que le gouverneur Atou fait appel à un dialogue afin de réunir les fils et filles de la province du Congo central autour d'une même table pour chercher comment réparer ce qui a été fait, pour chercher la réconciliation entre ses frères Mukongo. Et nous apprenons d'ailleurs que les préconsultations dans le cadre des travaux préparatoires de ces assises ont été déjà amorcées par le gouverneur qui a reçu plusieurs notabilités et dans sa résidence privée. Alors peut-être une dernière question parce qu'on a plus assez de temps. Est-ce que ces dialogues a de fortes chances d'aboutir à une bonne conclusion? Et James Katambo, vous devez retenir une chose, le gouverneur Atou a nécessairement besoin de réussir ces dialogues. Le gouverneur Atou a nécessairement besoin de réussir ces dialogues. Alors pour ce faire, je pense que le gouverneur doit associer comme des médiateurs des personnalités qui incarnent l'image de la paix au niveau de la province du Congo central. Et comme les 3 évêques du Congo central, il s'agit de l'évêque de Kisantu, de Matadi et de Boma, mais aussi le représentant des confessions religieuses comme Papa Simon Kimbangu. Je pense que s'il va dans ce sens, ces dialogues pourra être réussi et devant ses adversaires politiques. Peut-être un dernier mot, Carlis, on va se quitter. On a souvent l'habitude de vous voir à travers vos reportages, vos duplex. Et là, on vous a en face. Peut-être un mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent à cet instant. Et je n'ai pas un mot particulier à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Matadi. Et je nous demande tellement d'être vigilants et par rapport au climat actuel qui se passe dans la province du Congo central. Merci James. Merci Carlis Kalongila. Je rappelle, Carlis Kalongila est correspondant d'Antenne A dans le Congo central. Ça n'est fini pour cette session d'information. Nous avons été très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs. Avant de nous quitter définitivement, prenons le rappel des titres. En Ituri, nouvelle attaque des personnes non autrement identifiées dans la nuit du vendredi à samedi au village d'Igeni dans les territoires de Djougou. Bilan, 25 morts et 9 blessés graves. Lubumbashi confronté à une insalubrité qui ne dit pas son nom.
un dossier à ce sujet avec notre correspondant dans le Haut-Katanga, Junior Kaniki. Le concert des Fally Ipupa à l'accord Hôtel Arena de Paris a bel et bien eu lieu le vendredi 28 février 2020, malgré les troubles provoqués dans la capitale lumière par les combattants. Excellent week-end à toutes et à tous. Au nom de Ndaï Lambouchi qui était au four au moulin, restez fidèles au programme de la chaîne des références.